98.1. Radio X. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Ans 2 minutes. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Ce n'est pas Marceau qui a mal à la gorge, mais c'est bien Camille Bergeron qui accompagnera l'excellent Christian Page ce soir pour une autre émission de Radio X-Files. Et si tout a bien fonctionné, nouveauté cette semaine, en fait, c'est de retour. On est en direct sur Facebook, mon cher Christian. Comment vas-tu ce soir? Ça va très bien. Écoute, Camille, je vois que on en avait parlé la semaine dernière et encore, bon, tu es là cette semaine et c'est toi qui vas m'accompagner jusqu'à la pause des vacances. Exactement. Alors, quel est ton sentiment par rapport à Radio X-Files? Ah, moi, j'adore qu'on parle de phénomènes inexpliqués, surtout quand on frôle le paranormal. Des fois, tu choisis ces sujets-là et ça, c'est mon dada, vraiment, là, les phénomènes inexpliqués. Et ça va faire un peu partie de notre question d'un auditeur cette semaine. Mais avant ça, notre sujet de la soirée concerne le Bigfoot, le Sasquatch et un enlèvement. Oui, en fait, ce que je voulais, c'est sortir un peu des sentiers battus et de prendre une histoire qui est à la fois amusante, divertissante, mystérieuse. Donc, on est ici, on oscille entre le folklore et bien sûr l'histoire paranormale et mystérieuse, la cryptozoologie, pour reprendre l'expression consacrée. La crypto vient du mot grec crypto qui veut dire caché, et zoologie, bien sûr, c'est l'étude des animaux. Donc, étude des animaux cachés. Qu'est-ce qu'on entend par les animaux cachés? Bien sûr, ce sont toutes ces créatures qui font fantasmer. On connaît les plus célèbres vedettes de la cryptozoologie, le monstre du Loch Ness, le Bigfoot, oui, le Sasquatch, le Yeti. On a aussi le monstre du lac Memphremagog, Punic dans le lac Punigabuk, dans la région de Rimouski. Donc, on a ces créatures qui sont les grandes vedettes de la cryptozoologie. Mais la cryptozoologie, c'est beaucoup plus vaste, hein? Pour certains, on a des histoires d'insectes, de petits animaux qui ont déjà existé, qui ont disparu depuis parfois des décennies, voire des siècles ou des milliers d'années, que certains croient que ces animaux-là seraient toujours vivants. À quelques reprises à l'émission, on a parlé d'un animal très mystérieux qui est disparu dans la première moitié du 20e siècle, qui était le thylacine, oui, qu'on appelait aussi tigre de Tasmanie. Même si de l'extérieur, quand on voit des images, parce que c'est le fun, parce qu'on a des images filmées, le dernier de ces thylacines est mort dans un zoo de Hobart dans les années 30. Et comme j'avais déjà expliqué à Marceau, ce qui est triste, c'est que l'animal est mort parce que le gardien a oublié de le rentrer dans sa cage la nuit. Et ça, c'est la base là, de la job, me semble. Hein? C'est la tournée. Tu travailles dans un jardin zoologique, tu oublies de rentrer l'animal à l'intérieur. Fait que quand le gardien est arrivé le lendemain, l'animal était mort gelé. Et c'était le dernier de son espèce, le dernier de sa communauté. Donc, merci, bonsoir. Et depuis, comme l'animal est disparu depuis peu de temps, donc à moins d'un siècle maintenant, on a quand même des bons échantillons biologiques. On a conservé des parties, on a dans des pots des parties d'organes, on a des tissus, on a même des embryons de thylacine qu'on a réussi à conserver. Donc on a de bons échantillons ADN qui pourraient permettre dans un proche avenir de reproduire par manipulation génétique un thylacine. Le thylacine appartient à la cryptozoologie, non pas parce qu'il est caché, non pas parce qu'il est mystérieux comme le Yeti, et non pas parce qu'on ne connaît pas, on n'a jamais prouvé son existence comme le monstre du Loch Ness, mais il fait partie de la cryptozoologie parce qu'il appartient à une catégorie qu'on appelle les animaux Lazarus, du terme Lazare, ce cousin de Jésus qui a été ramené à la vie, si on se réfère au Nouveau Testament, aux évangiles. Donc, Lazarus veut dire ramené à la vie. Donc, dans le cas du thylacine, c'est un animal qui officiellement est disparu. Donc, comme je l'ai mentionné, le dernier représentant de l'espèce est décédé, est mort dans les années 1930. Mais on croit, il y a des gens chaque année
qui, au retour d'aventure dans les boisés, disent « Ah, voilà, je suis allé dans telle ou telle région de la Tasmanie et même dans le Queensland, dans la partie nord de l'Australie. » Et là, donc, des aventuriers qui sont allés dans les forêts, les bois, disent « Ben voilà, on a croisé des thylacines. » Donc, une rumeur. Le thylacine est devenu un peu le Sasquatch ou le Bigfoot de l'Australie, même si en Australie, ils ont aussi leur Bigfoot, mais ça fait partie de ces animaux un peu mystérieux, est-ce qu'il existe encore ou non. Dans le cas du Bigfoot, Sasquatch, là aussi, on n'a pas de preuve que ces animaux-là aient existé du moins à court ou à moyen terme, hein, parce que si on se réfère à l'échantillonnage humain depuis la préhistoire, c'est vrai qu'on a eu un ancêtre humain, un ancêtre mi-homme, mi-animal, qui était assez proche de la description que les gens font du Bigfoot ou du Sasquatch. Malheureusement, cet animal est disparu depuis des millions d'années, et cet animal s'appelait c'était le Gigantopithecus, pardon. Donc, c'est un animal dont on a retrouvé, en fait, que des parties de mâchoire et des dents. Les restes qu'on a trouvés fossilisés, on les a retrouvés surtout dans la région de la Chine. Donc, à partir de ces dents-là, on a pu un peu faire le portrait robot du Gigantopithecus, et il ressemblait tant par la taille que par la forme, par la grandeur, la corpulence, il ressemblait à la description que les gens font du Bigfoot ou du Sasquatch. Donc, bref, cette cryptozoologie, elle est très très riche, toutes sortes d'animaux fantastiques et fabuleux. Les plus célèbres, je les ai mentionnés, le monstre du Loch Ness, le Yéti, le Sasquatch, et cette semaine, on va donc parler d'une histoire. On va en aborder quelques-unes dans la petite capsule, mais on va focaliser sur une histoire assez incroyable qui remonte aux années 1920, où un coureur des bois canadien aurait été kidnappé pendant une semaine par une famille de Sasquatch. Oh, famille au complet! Une famille au complet de Sasquatch. Donc, on va parler de ça dans cette capsule cette semaine. Une histoire assez divertissante. Et il n'est pas cet individu, un type qui s'appelait Albert Horstmann, il n'est pas le seul à avoir raconté ça. Dans le folklore autochtone, et en particulier pour les communautés des Premières Nations qui vivent le long de la côte ouest des États-Unis et du Canada, il y a toutes sortes de légendes où apparemment des Sasquatch, mais eux ne l'appelaient pas le Sasquatch, ils avaient plusieurs noms, Skookum, Oma, il y avait toutes sortes de noms pour la créature, mais on disait que la créature, parfois, la nuit tombée, venait près des villages, kidnappaient des femmes et en faisaient leurs esclaves sexuels. Oh! Donc, ça promet. Ça promet. Donc, on va voir ça dans notre capsule, en deuxième partie d'émission. Mais avant toute chose, je voulais te parler de l'actualité de la semaine. Très, très riche cette semaine. Et il y a un dossier, entre autres, qui a vraiment retenu l'attention, et ça concerne le Congrès américain contre le Pentagone, si je me souviens bien des acteurs. Tu as utilisé le mot « contre » et c'est un peu ça qui se passe, en fait, dans les coulisses. C'est-à-dire que d'un côté, depuis, on en parle beaucoup, puis je veux pas revenir sur toute cette histoire-là, parce que j'ai l'impression de me répéter semaine après semaine, parce que c'est une actualité tellement dynamique qu'il n'y a pas une semaine qui s'écoule sans qu'on revienne sur ces histoires-là. Mais sachons simplement, pour replacer un peu les auditeurs, que depuis 2017, on parle beaucoup des ovnis dans la presse américaine, et à partir de 2021, le Congrès américain, préoccupé par cette opinion publique, a demandé au Pentagone de s'intéresser davantage à ces histoires d'ovnis. Et donc, lui, le Congrès voudrait une forme d'investigation nationale, ouverte, accessible à tout le monde, pour suivre un peu le déroulement de ces investigations, alors que le Pentagone, lui, est beaucoup plus réservé. C'est-à-dire, oui, on veut bien s'intéresser à la question des ovnis, mais il faut bien savoir que lorsque l'on collige de l'information sur un sujet comme celui-là, et que ovni ne veut pas nécessairement dire engin venu d'une autre planète, hein. Un ovni, ça peut être un drone militaire utilisé, par exemple, par les Russes ou les Chinois. Donc, tu comprends que s'il y a une menace à la sécurité nationale, et en particulier si on glisse dans l'univers du militaire, on comprend que le Pentagone est beaucoup moins ouvert à l'idée de partager ces informations avec le grand public. Donc, il y a une espèce de bras de fer qui se joue entre le Congrès et le Pentagone sur cette question-là. Mais finalement, il y a eu cette semaine, pour la première fois au Congrès, on a voulu faire un peu le point sur la situation. Et mardi matin, en fait, ça s'est tenu toute la journée de mardi, mais mardi matin, on avait une première audition. La première, en fait,
depuis 1967, première donc audition publique où là on avait des membres du Congrès. Le groupe était dirigé par André Carson, un représentant démocrate de l'Indiana, donc c'était lui le chairman, le président de la Chambre. Il faut dire que c'est une chambre spécialement créée pour ces auditions-là. La Chambre s'appelle la Chambre du contre-terrorisme, le contre-espionnage et contre la prolifération. Donc, ce petit groupe-là, qui devait contenir une vingtaine de représentants démocrates et républicains, ont reçu à la barre des témoins, si on met ça entre guillemets, Scott Bray, qui est le directeur adjoint du renseignement de la US Navy, qui dirige une petite cellule au sein de la US Navy qui s'appelle le UAP Task Force. UAP, c'est l'acronyme pour Unidentified Aerial Phenomena. En français, c'est les phénomènes aériens non identifiés, parce que tu le comprends bien, autant le Pentagone que la Navy, que les élus ne veulent plus utiliser l'expression OVNI, ouais. qui est entachée par cette idée des petits hommes verts, les martiens, ça a été tourné un peu en ridicule. Tout ça. Donc on utilise cette expression phénomène aérien non identifié, qui est beaucoup plus mieux adapté également à ce qui est observé, parce que quand on disait objet volant non identifié, un objet dans la pensée de monsieur et madame tout le monde, un objet, c'est quelque chose qui a une matérialité. C'est quelque chose que tu peux tenir dans tes mains. Ça, c'est un objet. Or, dans bien des cas, ce qui était rapporté, c'était des lumières. Mais une lumière n'est pas forcément un objet. Tu comprends? Un phénomène atmosphérique, un plasma dans l'air. Oui, techniquement parlant, c'est un objet, mais dans la pensée des gens, tu peux pas tenir une boule de gaz dans tes mains, là. Donc, c'est pas vraiment un objet. Donc, il y avait tout ce débat-là également sur la définition qu'on entendait par OVNI, plus le stigmate des extraterrestres qui était accolé à ça. Donc, on a décidé de passer à cette expression mieux adaptée, qui est les phénomènes aériens non identifiés. Donc, on avait à la barre des témoins, c'était pas vraiment une barre de témoins, tu comprends bien, c'était une grande table avec deux invités qui s'adressaient aux gens du Congrès, mais ils étaient un peu sur le grill. Ils étaient là pour répondre à des questions. Donc, on avait ce Scott Bray, directeur adjoint du renseignement de la US Navy, porte-parole pour le UAP Task Force, et on avait son vis-à-vis qui était un type qui s'appelle Ronald Moultrie, qui est le sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité. Et là aussi, lui représente davantage le Pentagone. Et au Pentagone, on a là aussi mis en place, depuis l'automne dernier, une cellule pour enquêter sur les OVNI qui répond au nom très sexy de groupe de gestion et de synchronisation pour l'identification des objets aéroportés. Ouais. Donc, ces deux messieurs, Moultrie et Bray, étaient devant les représentants de la Chambre pour répondre à leurs questions. Et donc, pendant 1h30, c'était des auditions qui étaient publiques, diffusées en direct à la télévision américaine et sur les médias sociaux. Donc, on pouvait suivre les débats. Écoute, je te cacherai pas que mardi matin, je me suis installé devant mon téléviseur avec mon sac de biscuits, mon verre de lait. J'attendais ça comme un enfant qui va voir un film de Walt Disney. Et ça a été excessivement intéressant. Dans un premier temps, bon, faut bien le dire, j'avais l'impression un peu, je te donne des impressions personnelles, j'avais un peu l'impression que les gens du Congrès étaient là, puis ils savaient pas trop ce qu'ils faisaient là. Tu sais, ils étaient là, puis les questions étaient un peu évasives, pas très précises. J'avais l'impression que certains membres du Congrès posaient des questions parce que c'était leur mandat de poser une question. Okay, il y en avait que c'était un peu n'importe quoi, là. On a posé une question, par exemple, à Ronald Moultrie, qui est le représentant du groupe d'enquête sur les OVNI là, au Pentagone. On lui a posé la question, est-ce vrai, Monsieur Moultrie, que vous êtes un fan de la science-fiction? Puis là, on a vu que Moultrie était un peu déstabilisé par cette question, en disant, oui, j'ai grandi dans les années 60, j'ai vu l'émission Apollo, il a même avoué qu'il avait été dans des congrès là, de Trekkies puis des trucs comme ça, mais je me suis jamais habillé en Trekkies, là, tu sais, là, mais bon. Mais tu sais, on comprenait pas ce que venait faire cette question-là. C'est un peu comme si moi, quelqu'un me demandait, oui, Monsieur Page, êtes-vous un fan d'Elvis Presley? Puis je dis, oui, mais je me teins pas les cheveux en noir, puis je me suis pas laissé pousser des favoris, tu sais. Mais ça mène où, ça? Tu sais, c'est comme si le type a posé une question parce qu'il fallait qu'il pose une question. C'était son momentum de poser la question. Mais bref, nos deux invités, Bray et Moultrie, ont donné pendant 1h30 des informations excessivement pertinentes, fort intéressantes. Peut-être pas pour tous les amateurs. Bon, si on s'attendait à une grande révélation et que le Pentagone allait avouer qu'il possède dans un hangar les débris d'une soucoupe volante avec des cadavres d'extraterrestres, ça ne s'est pas passé.
Mais en revanche, on a abordé la question sous tous ses aspects. C'était fort intéressant. Et cette semaine, inutile de dire que j'ai multiplié les invitations à la télé, à la radio pour commenter tout ça. Mais j'avais très peu de temps. Il fallait que je résume toute l'histoire en 5 minutes. Alors, ce soir, on va prendre le temps, on va prendre plusieurs minutes ensemble, on va regarder ce qui s'est dit et quelle est l'importance de l'impact de tout ça sur l'investigation du phénomène OVNI. D'abord, les deux hommes, Bray et Moultrie, étaient assez d'accord sur à peu près l'ensemble de tous les points soulevés. Et les 3 points pour eux, les 3 objectifs visés autant par le UAP Task Force de la US Navy que le groupe de gestion et de synchronisation pour l'identification des objets aéroportés du Pentagone. Le premier, il est plus simple. C'est plus simple, le UAP Task Force. Et donc, les hommes ont dit, on a 3 objectifs communs très importants. Le premier objectif, c'est de déstigmatiser le mot ovni ou l'idée de l'observation des ovnis. C'est assez amusant parce que c'est une espèce de... On lutte contre un poison, parce que les gens disent, Moultrie et Bray disent, nous, nos services, ce que l'on veut, c'est que si nos pilotes voient des trucs étranges, faut bien comprendre ici qu'on est toujours un peu dans le domaine militaire. Il n'est pas question pour l'instant d'enquêter sur les ovnis, entre guillemets, at large, pour monsieur et madame tout le monde qui voient des ovnis dans leur jardin. Là. On reste essentiellement dans l'univers militaire. Et les 2 invités ont dit, voilà, nous, notre objectif, c'est qu'on veut que nos pilotes, nos gens qui sont sur le terrain, et s'ils observent des choses étranges, on veut qu'ils viennent spontanément nous le dire. On veut déstigmatiser cette question-là, parce que c'est vrai, dans les années 70 ou même les années 60, quand quelqu'un disait « j'ai vu un ovni », on lui donnait une petite sucre en papier d'aluminium, puis on disait « va prendre des pilules, puis ça va passer ». Tu sais, bon, c'était un peu ça. Puis c'est drôle. Parce que je prends quelques minutes pour bien spécifier que ce poison-là, c'est l'armée qui l'a mis en place. Puis encore là, on ne veut pas revenir à Adam et Ève, là, mais il faut savoir, Camille, que dans les années 60, le département de la Défense avait mis en place un programme pour enquêter sur les ovnis. En fait, le programme a existé entre 1947 et 1969. Il a changé de nom en cours de route, mais c'était toujours un peu la même grande commission d'enquête sur les ovnis à l'échelle des États-Unis. Au départ, ça s'est appelé le projet Sign, c'est devenu le projet Grudge, et entre 1952 et 1953 et 1969, ça portait le nom de projet Blue Book. Donc, durant cette longue période de temps, en fait, c'est 22 ans d'investigation, je te dirais que déjà à la fin des années 50, début des années 60, les militaires avaient compris, et là on se replace dans ce contexte-là, on était en pleine guerre froide, on étudiait les observations qui étaient rapportées par monsieur et madame tout le monde, et les militaires avaient à peu près compris qu'il y avait à peu près rien dans ce dossier-là des ovnis. En fait, on avait des observateurs qui étaient de mauvais observateurs, monsieur et madame tout le monde, qui sortaient dans leur jardin, qui confondaient la Lune, qui confondaient un ballon sonde, qui confondaient la planète Vénus, qui confondaient un avion, et tout ça faisait ce corpus d'objets volants non identifiés. Donc les militaires étaient arrivés à peu près à cette conclusion-là, et les cas qui restaient non identifiés, c'était des cas qui étaient insuffisamment détaillés. Tu sais, le témoin dit « j'ai vu une lumière, quand? Je m'en rappelle pas, c'est quelque part la semaine passée, à quelle heure? Bon, en soirée. Ouais. » Ça veut dire quand les informations sont aussi vaseuses que celles-là, tu peux pas mener une grande investigation. Donc on était à peu près arrivé à cette conclusion-là, lorsqu'à partir du milieu des années 50, on s'est aperçu que des gens rapportaient des observations d'ovnis en disant « j'ai vu une lumière dans le ciel qui volait plus vite qu'un avion, puis qui volait plus haut qu'un avion. » Et là, les militaires, en fouillant dans leurs papiers, découvrent que les gens voyaient des avions espions américains. À partir du milieu des années 50, les Américains ont développé toute une série d'avions espions. Ça a commencé par l'avion U-2, c'est devenu après ça le SR-71 Blackbird. Donc on développait des avions pour espionner les Russes et les qualités de ces avions-là étaient des avions qui pouvaient voler très haut et très vite pour échapper à des missiles air-air. Parce que si les Russes l'auraient détecté, les Soviétiques à l'époque, si les Soviétiques voient l'avion, on va y tirer un missile. Mais ces avions-là volaient tellement haut, tellement vite, qu'ils pouvaient échapper aux missiles soviétiques. Mais il y a quand même une espèce de contrainte. Là. Comment démentir ça du côté du gouvernement américain sans dévoiler cette stratégie-là? T'as tout compris? Maudit David, t'as tout compris. Là, les Américains, les militaires se sont dit, on fait quoi? C'est ça. Alors, on va laisser les gens croire aux ovnis, on va les ridiculiser, comme ça, ils n'iront pas parler de ces histoires-là.
Donc, on disait aux gens, on aurait pu fermer le projet Blue Book dès la fin des années 50. Mais on s'est dit non. Là, les gens commencent à voir des avions espions. Donc, dans tout le lot d'observations qu'on recevait, il y avait quelques cas où on pouvait rapidement identifier que les témoins avaient observé un avion espion. Ben, on ne pouvait pas dire ça aux témoins. Ah, vous avez vu un de nos avions espions. Hein? Parce que là, éventuellement, ça aurait été dans la presse, puis les Soviétiques auraient dit, ah, les Américains ont des avions espions. Ben, qu'est-ce qu'on faisait? On avait développé une stratégie diabolique. Les militaires, le projet Blue Book, disaient publiquement, si vous voyez des ovnis, appelez-nous. Appelez pas la télévision, appelez pas les journaux, appelez pas la radio. Vous nous appelez. C'est très important. Alors les gens qui voyaient ces lumières dans le ciel appelaient le projet Blue Book, ou des représentants du projet Blue Book, puis ils disaient, ben là, mardi matin, il devait être à peu près 10h30, j'ai vu cette lumière-là dans le ciel. Et là, le travail de la personne à l'autre bout du fil était de ridiculiser le témoin. Donc, on lui disait, vous êtes sûr que vous avez vu cette lumière-là? Oui, monsieur. Vous n'aviez pas bu? Non, monsieur. Vous n'aviez pas pris de substance hallucinogène? Non, non, monsieur. Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas le petit reine au nez rouge derrière, le capitaine Bonhomme? Et là, le témoin devenait tellement gêné qu'il était comme honteux. Puis là, à la fin, quand il raccrochait, c'est juste s'il disait pas, désolé de vous avoir dérangé, puis il raccrochait. Mais il était tellement gêné que c'est sûr qu'il se retournait pas de bord pour téléphoner aux journaux ou à la télé, tu comprends-tu? Il gardait ça pour lui. On avait créé le stigmate et ainsi on pouvait conserver le contrôle sur l'information qui circulait à propos de ces fameux ovnis. Mais les ovnis des années 60, si le dossier ovni des années 60 servait à dissimuler, dans certains cas, pas tous, là, mais qui servait à dissimuler dans certains cas des vols d'avions espions, les ovnis des années 60 ne sont plus les ovnis d'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ce que les pilotes voient dans le ciel, c'est pas des avions U-2, puis c'est pas des SR-71 Blackbird. Ce qu'ils voient dans le ciel, ce sont des objets qui font pas partie des programmes américains. C'est forcément étranger. Étranger, bien sûr, c'est la porte ouverte à tout, là. Peut être chinois, peut être russe, coréen, ça peut peut-être même venir d'une autre planète, mais une chose est sûre, ça ne vient pas des États-Unis. Et c'est pourquoi les autorités veulent à ce point déstigmatiser la question des ovnis. Oubliez ce qui s'est passé dans les années 50, oubliez les mauvais agissements des agents du projet Blue Book. Faites-nous confiance maintenant. Oubliez tout ça. Si vous voyez quelque chose dans le ciel, appelez-nous. Et je dois t'avouer que ça fonctionne plutôt bien. On a commencé, ce dégraissage a bien réussi parce que l'été dernier, lorsque le Congrès avait demandé une évaluation de la situation au Pentagone, le Pentagone avait dit, ben voilà, on a dans nos archives militaires au cours des dernières années, 144 observations d'OVNI qui ont été rapportées, dont 143 demeurent toujours non identifiées. Et on a appris au Congrès mardi matin que ce nombre de 144 était passé à plus de 400. Oh, OK. Donc, les militaires, à partir du moment où on voit qu'on peut parler des ovnis sans se faire donner une petite tuque en papier d'aluminium, ben les militaires sont portés à parler. Bon, évidemment, nos deux invités, M. Bray et Moultrie, ont dit, c'est sûr que ces observations-là, dans plusieurs cas, ce sont des observations anciennes. Mais c'est pas très grave, on peut pas trop enquêter là-dessus, il n'y a pas de données télémétriques, mais que le fait que les gens en parlent plus spontanément, c'est déjà une victoire. Donc, il y a des militaires qui ont contacté le supérieur en disant, en 2006, alors que j'étais déployé, par exemple, sur le terrain en Irak ou en Iran ou peu importe, j'ai observé des trucs bizarres dans le ciel, donc je vous le rapporte. Évidemment, l'incident est déjà vieux de 15 ans, on peut pas retourner en arrière pour essayer de déterminer ce que c'était, il n'y a pas de film, il n'y a pas de données télémétriques, mais le fait que les gens en parlent plus ouvertement, c'est déjà en partie une victoire. Et ça, c'était l'un des objectifs que les deux organisations, tant celle de la US Navy que celle du Pentagone, s'étaient donné, et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, nos deux invités, M. Bray et Moultrie, ont dit, l'idée, c'est de créer une force multidisciplinaire pour enquêter sur cette question des ovnis, pas uniquement des militaires. On voudrait associer dans notre organisation la Space Force, donc la force militaire spatiale, qui a nouvellement été créée sous l'administration de Donald Trump. On voudrait impliquer des gens de la NASA. On voudrait impliquer également les gens de l'aviation civile américaine, parce que
ces ovnis, peu importe ce qu'ils sont, on va revenir ensuite sur les hypothèses développées, mais peu importe ce qu'ils sont, messieurs Bray et Moultrie ont dit, une chose est sûre, c'est que ce sont des objets physiques, matériels. Hein, ce sont des objets, là, dans la plupart des cas, là, plus de 90%, ce sont des objets matériels qu'on pourrait tenir dans nos mains. Là. Okay. Et bon, ça va du petit objet qui pourrait être un drone à un gros objet qui pourrait être un avion étranger. Là. On a à peu près toutes les gammes de vitesse, de distance, de grosseur, mais dans la plupart des cas, la grande majorité, on parle ici d'objets physiques. Donc, on comprend que ces objets-là, s'ils volent dans le ciel, ils posent un problème non seulement à la sécurité nationale, parce que c'est certainement quelqu'un d'ailleurs que des États-Unis. Donc, évidemment, on a toujours le spectre d'une nation étrangère et ennemie, mais aussi si ces objets-là se promènent dans le ciel et ils vont éventuellement poser un problème à l'aviation civile. On ne voudrait surtout pas qu'un avion s'écrase parce qu'il a frappé un objet dans le ciel avec 300 morts, puis en disant, ben là, on ne le savait pas qu'il y avait des objets dans le ciel, tu comprends? On veut pas ça. Donc, on veut créer un groupe où on va pouvoir échanger. Ce qui était aussi intéressant, c'est que les messieurs Bray et Moultrie ont expliqué que la multiplication des ovnis, elle peut être conséquente de deux choses. Dans un premier temps, il y a une multiplication d'objets qu'on peut faire voler. Hein? Aujourd'hui, tu peux te présenter au magasin de ton quartier, au centre d'achat, et acheter un drone pour quelques dollars. Ça n'existait pas, ça, dans les années 60. Donc, aujourd'hui, on a une multiplication de drones, on a une multiplication de quadrimoteurs, là, des petits appareils avec 4 moteurs, avec 4 hélices qu'on peut faire voler. Il y a toutes sortes d'objets, donc, qu'on peut envoyer dans le ciel qui n'existaient pas dans les années 50 ou 60. Ce qui existait à l'époque, c'était ou bien des ballons-sondes, ou c'était des avions. Point à la ligne. Là, aujourd'hui, on a plein d'objets qu'on peut utiliser pour envoyer dans le ciel. Donc, il est important qu'on sache ce que c'est et qu'on prenne les mesures nécessaires. S'il faut voter des lois pour empêcher les gens d'utiliser, puis il y en a déjà, hein. Il y a des lois qui existent pour encadrer les vols de drones civils. Oui. Ben, s'il faut renforcer ces lois-là, ben, on va le faire, mais il faut s'assurer qu'il n'y a pas une menace pour l'aviation civile. L'autre élément qui fait qu'on a peut-être plus d'observations d'OVNI, c'est l'amélioration des systèmes de détection. Autrefois, ce qu'expliquait M. Bray, par exemple, c'est autrefois, si toi, tu étais dans une fête puis tu avais un bouquet de ballons en millard, tu sais, ces ballons en espèce de papier argenté, oui, on avait un bouquet puis tu le laissais partir dans l'air, on ne pouvait pas le détecter au radar. Donc, ça s'envolait, puis merci, bonsoir. Mais aujourd'hui, on peut les détecter au radar. Hein? Les systèmes sont tellement bien organisés, on a tellement peaufiné les systèmes de détection qu'aujourd'hui, si tu envoies en l'air un groupe de ballons, là, c'est un seul ballon, je suis pas sûr, mais un bouquet de ballons, il va être détecté. S'il y a des systèmes de détection dans les environs, ils vont détecter tes ballons. Donc, ces systèmes-là, de plus en plus sophistiqués, de plus en plus sensibles, se mettent à détecter des choses qu'on n'aurait pas détectées il y a 20 ou 30 ans. Ça ne veut pas forcément dire que ce qu'on détecte, c'est des engins venus de Mars, là, on se comprend bien. Mais le fait que ces systèmes-là deviennent plus sensibles et le fait qu'on a une multiplication d'objets qui peuvent être utilisés par le public, qu'on peut envoyer dans l'air, ben ça peut expliquer la multiplication ces dernières années d'observations d'OVNI ou de rapports faits par des pilotes, que ce soit des pilotes militaires ou des pilotes civils, parce qu'il y en a de plus en plus des incidents où des pilotes civils vont appeler la tour de contrôle en disant, ben tour de contrôle, avez-vous un objet à 8 heures parce qu'il y a quelque chose qui est passé devant mon avion, puis on ne sait pas c'est quoi, est-ce que c'est un ballon, est-ce que c'est un drone, on ne le sait pas, mais on voit que ça commence à poser de sérieux problèmes pour la navigation aérienne. Donc, ça, on a établi ça. Ce sont les 3 grandes règles, les 3 grands objectifs. Donc, enlever le stigmate de la question des ovnis, créer une force multidisciplinaire et, bien sûr, s'assurer que les objets qui volent ou que les systèmes de détection soient en mesure d'identifier correctement les objets qu'on retrouve dans l'air. Et ensuite, là, c'est là que ça fesse fort, comme on dit. Puis ça n'a pas dû faire plaisir aux amateurs d'OVNI. Ce qu'on a expliqué, à la fois M. Moultrie et M. Bray ont dit, c'est vrai qu'on a une multiplication de ces apparitions d'OVNI, mais malheureusement, puis là, on comprend que tous les amateurs de petits hommes vains se sont mis à pleurer, les 2 hommes ont été unanimes. On n'a jamais rien vu qui laisse croire à des vaisseaux spatiaux ou une présence extraterrestre. Jamais. Donc, c'est ça, de la Terre. Et ça, je dois t'avouer, honnêtement, que c'était un de mes vœux pieux.
J'espérais que les autorités ferment un peu la porte à ça, non pas parce que je suis contre l'idée de dire est-ce qu'on peut être visité par des extraterrestres, absolument pas. J'ai l'esprit ouvert, et messieurs Bray et Moultrie aussi ont l'esprit ouvert à ça. Ils ont dit on va aller là où les évidences nous conduisent. Si elles nous conduisent à dire c'est des extraterrestres, ben ça sera des extraterrestres. Mais pour l'instant, on n'a rien vu de semblable. Et ça, je souhaitais qu'on fasse ça parce que depuis quelques années, je te dirais depuis les 3 ou 4 dernières années, si tu vas sur les forums, sur les médias sociaux, le sujet des ovnis aux États-Unis, un sujet que je trouve, et j'insiste, c'est un sujet que je trouve très important, très intéressant, et il est instrumentalisé par des Zwift de la soucoupe volante. Ouais. Disons les choses telles qu'elles sont. Là c'est c'est des extraterrestres. Puis là, écoute, on instrumentalise un sujet excessivement intéressant en nous ramenant des vieilles affaires, Roswell, puis les bonhommes verts, puis on nous cache la vérité sur la zone 51, puis on nous ressort tout ça, puis on mélange les actuels programmes destinés à étudier les ovnis. Tout ça est instrumentalisé par une communauté d'extrémistes. Parce que je veux pas mettre minoritaire, Christian, oui, mais parce que c'est ça. là. Tu as tout à fait raison de le préciser. C'est une minorité, mais excessivement bruyante, excessivement présente sur les médias sociaux. Puis je dis pas que tous les ufologues sont des Zwift de la soucoupe volanterie, là. C'est pas ça. J'en connais des ufologues qui sont excessivement sérieux. J'ai, je te dirais, de manière hebdomadaire, des contacts avec un ufologue de l'Alberta, du Manitoba, pardon, qui est excessivement sérieux, qui s'appelle Chris Rutkowski, qui est Monsieur OVNI au Canada. Okay. Et c'est un type qui fait un travail de recherche, d'investigation excessivement rigoureux. Donc, il y a plein de Chris Rutkowski partout à travers le monde, mais c'est pas tant eux autres qu'on entend que les espèces de fanatiques de la soucoupe volante. Et je me disais, si au moins les autorités arrivent et mettent un peu un bémol sur cette question-là, ben peut-être qu'on va réussir à séparer un peu le bon grain de l'ivraie. Et c'est un peu ce qui a été fait. Et donc, nos deux invités ont dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'extraterrestres, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais rien vu qui va dans cette direction-là. Même les cas, et ça c'est très important, même les cas non identifiés ne vont pas dans ce sens-là. Et là, messieurs Bray et Moultrie ont expliqué, les cas non identifiés, c'est des cas qui sont unresolved, pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication. D'ailleurs, ils ont bien donné une définition de ce que c'est qu'un phénomène aérien non identifié. Ils ont dit, c'est un phénomène qui n'est pas immédiatement identifié par l'observateur. Le mot « immédiatement » est important. Là. Ça ne veut pas dire que 3 mois après, on ne l'a pas identifié, mais immédiatement, le témoin a été incapable d'identifier ce qu'il voyait. Et là, on a eu quelques exemples, et même dans les cas non identifiés, les deux invités ont dit, quand on dit c'est un phénomène aérien non identifié, ça ne veut pas dire que ça vient de Mars, ça veut dire que tout simplement on n'a pas réussi à l'identifier pour plusieurs raisons. Et M. Bray, a montré 2 exemples assez parlants. Il a montré d'abord une espèce d'un film où on voit c'est un film qui a été tourné dans l'obscurité avec une vision nocturne, hein, c'est cette espèce de luminescence verdâtre, là, comme des lunettes qu'on voit dans l'obscurité. Ouais. Donc on a cette vision un peu verdâtre et là on voit un triangle qui se déplace assez lentement dans le ciel et qui clignote. Et M. Bray a expliqué, il dit, lorsque cette vidéo-là a été rapportée, l'observateur n'a pas été en mesure de l'identifier. Ça devenait donc un phénomène aérien non identifié. Et après, on ne sait pas si c'est quelques mois ou quelques années après, mais M. Bray explique qu'on a eu un autre film tourné à peu près dans des conditions identiques, dans l'obscurité, avec une caméra pour voir dans l'obscurité, qui montrait exactement le même phénomène. Et pris à des lieux tout à fait différents et à plusieurs mois, sinon des années d'intervalle. Alors là, on s'est posé la question, comment expliquer ça? Et ils ont découvert qu'en fait, la source qu'on voit, la source lumineuse, est une source de lumière tout à fait conventionnelle. Il pourrait s'agir d'un hélicoptère ou d'un avion, mais les lunettes utilisées, le système de caméra utilisé pour filmer dans l'obscurité, lorsque l'iris se ferme, il crée un artefact qui donne l'impression que la lumière est de forme triangulaire. Mais c'est lié à la caméra, c'est pas lié à l'objet. L'objet que l'on voit sur ces images-là est un objet tout à fait conventionnel, comme un avion, par exemple, qui traverse le ciel. Mais si tu le regardes à travers cette caméra à vision nocturne,
ces lumières-là dans le ciel vont te donner l'impression que l'objet est triangulaire et lumineux. Donc, on a pu l'expliquer ce que c'était. Et donc, cet objet-là, pendant des années, a été classé comme un phénomène aérien non identifié, mais on a finalement trouvé une explication. Et M. Bray a montré un autre exemple encore plus parlant. Et ça a été assez amusant parce qu'on... L'image, le film, il a montré un petit film qui durait 7 secondes, et sur les 7 secondes, sur un frame, sur une image d'un film de 7 secondes, qui est tourné depuis un avion, là, donc on est dans le cockpit d'un F-18, et soudain, pendant une image, on voit une espèce de sphère argentée qui passe aux côtés du cockpit de l'avion. Sur une image, une seule image. Alors là, M. Bray dit, vous comprendrez que quand ça se passe si vite que ça, on ne sait pas quelle est la grosseur de l'objet, on ne sait pas à quelle distance qu'il est de l'avion, puis il apparaît sur une image. T'sais, on ne le voit pas évoluer, on ne le voit pas arriver et partir, il est sur une seule image. Et on n'a aucune donnée télémétrique, il n'y a pas de relevé radar, il n'y a rien là. On n'a qu'une image, une caméra installée à bord du cockpit de l'avion, et sur une image, on voit cette sphère passer aux côtés de l'avion. Et là, M. Bray, là, évidemment, toi, tu te dis, ça devait passer vite en maudit. Et là, M. Bray a expliqué quelque chose et il nous a donné une belle leçon. Il dit, il faut faire très attention à monsieur et madame tout le monde. En fait, c'est une question d'un des représentants du Congrès. Puis c'est bien que cette question-là ait été posée. Pour une fois qu'on dans toute la journée, quand on en a posé une intéressante, et celle-là, elle l'était, c'est un membre du Congrès qui dit, qu'est-ce que pour monsieur et madame tout le monde qui conduit une voiture, là, nous, on ne vole pas dans des avions, là, qu'est-ce qu'on doit retenir quand on voit des images comme cela? Et M. Bray nous a donné un petit cours sur la navigation aérienne qui était fort intéressant. Il dit, il faut faire très attention parce que quand tu vas dans un mécanisme à 3 dimensions, puis que tu vois un objet tu as un point de repère, par exemple, au sol, tu dis, bon, ben voilà, je vois ma base militaire ou une tour de contrôle au sol, moi, je suis en l'air, et là, entre toi et le sol, ben, il y a un autre objet qui lui aussi se déplace, mais toi aussi, tu te déplaces. C'est un peu comme si tu es dans ta voiture, puis tu roules à 120 km sur l'autoroute et tu passes aux côtés d'un lampadaire. C'est pas le lampadaire qui se sauve à 120 km/h, c'est toi qui avances à 120 km/h. Tu comprends? Oui. Et ça, c'est l'erreur que monsieur et madame tout le monde fait, parce que quand on voit des images comme celle-là, généralement, elles sont tournées depuis le cockpit de l'avion. Et c'est comme si tu étais, toi, assise dans le cockpit de l'avion. Donc, tu as l'impression que tout ce qui est autour de toi ne bouge pas. Comme quand tu es dans ta voiture, tu n'as pas l'impression que tu te déplaces à 120 km/h. Mais regarde les arbres sur le côté, par exemple. C'est ça. Mais supposons que tu ne le vois pas autour de toi. Ouais. Toi, tu es assise dans ta voiture, tu parles avec ta copine, tu n'as pas l'impression que tu te déplaces. Et pourtant, tu te déplaces à 120 km/h. Et c'est un peu ce que M. Bray a dit. Si un objet se déplace, il y a l'avion qui se déplace, l'environnement se déplace. Faut faire très attention parce qu'on a tendance à attribuer à l'objet, parce que toi, si l'image est tournée depuis le cockpit de l'avion, tu te déplaces pas, tu es dans le cockpit. Comme quand tu es assise dans ta voiture, tu te rends pas compte que tu te déplaces. On a tendance, monsieur et madame tout le monde, qui voient des images comme ça, qui ne sont pas des spécialistes, on a tendance à attribuer à l'objet le mouvement et la vitesse de notre propre déplacement. Or, M. Bray dit, ce qu'on voit là, sur cette image-là, cet objet-là, cette sphère lumineuse, dès qu'on la voit, monsieur et madame tout le monde aura le réflexe de dire « Hey, ça devait bouger mauditement vite parce qu'elle apparaît sur une seule image. » Mais il dit en réalité, c'est pas l'objet qui se déplace vite, c'est l'avion. L'avion vole pratiquement à la vitesse du son. Donc, cette fameuse boule lumineuse ou argentée, elle apparaît sur une seule image et M. Bray dit, elle se déplaçait très certainement très, très, très lentement, sinon il était peut-être même statique, comme un ballon dans l'air. Ouais. Mais comme l'avion passe aux côtés de ce, entre guillemets, ballon à la vitesse du son, bien évidemment, tu le vois qu'une seconde sur les images, mais toi, tu n'as pas l'impression de te déplacer à la vitesse du son puisque tu es assise dans le cockpit avec le pilote. Donc, il faut se méfier de ça. Donc, il a bien montré cette image-là. Et là, il dit, ben voilà, il faut faire attention parce que monsieur et madame tout le monde auront tendance à attribuer la vitesse de l'objet à la vitesse de déplacement de l'avion. Dans le cas présent, il dit, l'avion, lui, se déplaçait très, très vite, mais l'objet, probablement, qui se déplaçait très, très, très lentement. Et pourtant, on le voit qu'une seconde, et on n'a pas suffisamment de données, donc ça va rester, probablement à jamais, un cas non identifié. Mais c'est pas exotique, tu comprends? Oui. C'est une sphère argentée, ça peut être un ballon, ça peut être n'importe quoi. C'est une sphère argentée
puis qui se déplaçait pas très vite, sinon elle était peut-être même statique. Bon, ça peut être un ballon, peut être n'importe quoi. Donc il faut faire attention à ça. Les cas qui demeurent non identifiés ne demeurent pas forcément non identifiés parce qu'ils sont exotiques, parce qu'ils ont des mécanismes de déplacement extraordinaires, mais parce qu'on n'a souvent pas suffisamment de données pour conclure à ça. Et là, écoute, je vois le temps passer. Je viens de te terminer avec un élément que M. Bray a dit. En fait, les deux, M. Bray et Moultrie, ont été extraordinaires dans leur présentation. J'avoue, j'étais un peu renversé. Mais ils ont expliqué très clairement que dans le cas de ces fameux ovnis, il y a un membre du Congrès qui lui pose la question. Dans le rapport que vous avez remis l'été dernier, donc le 25 juin 2001, dans ce fameux rapport que, pour le besoin de notre conversation, appelons-le l'estimé de la situation que le Pentagone avait remis au Congrès, il disait on a eu 144 observations d'OVNI rapportées, 143 demeurent non identifiées, et on disait un peu plus loin dans le rapport que de ce nombre-là, 18 de ces objets semblaient c'est entre guillemets, semblait avoir démontré des manœuvres ou des performances aéronautiques spectaculaires. Alors là, un des membres du Congrès est revenu avec cette question-là. Qu'est-ce que vous entendez? Et là, messieurs Bray et Moultrie ont dit, il faut faire très attention parce que quand on dit semble avoir démontré des performances extraordinaires, pour ces cas-là, malheureusement, il peut y avoir plusieurs raisons. Ou bien l'objet, effectivement, était capable de faire des mouvements extraordinaires, dans quel cas, il faut sérieusement s'inquiéter de la technologie qui est développée, soit par les Russes, soit par les Chinois, ou soit par les extraterrestres. Mais ils ont aussi spécifié qu'il pouvait y avoir plusieurs causes à ça. Ces cas-là étaient très souvent mal documentés. Il faut revoir les systèmes de détection qui sont peut-être pas conçus pour ça. Et donc, il pourrait s'agir ou bien le pilote rapporte quelque chose, donc on n'a pas une donnée télémétrique, on n'a que le témoignage du pilote. Donc, le pilote a pu confondre. Il se déplace lui aussi dans son avion à la vitesse du son. Puis, qu'est-ce qu'il a réellement vu? Comment il l'a rapporté? Est-ce que pendant 1 ou 2 secondes, il n'a pas été désorienté par ce qu'il a vu? Donc, ils ont été très prudents avec ça. Ils disent, oui, on a 18 cas où on a l'impression qu'il y a eu des manœuvres extraordinaires, mais il faut se rappeler que ces cas-là, bien souvent, sont insuffisamment documentés. Ou bien ils relèvent essentiellement d'un témoin oculaire, ou bien elles relèvent de données télémétriques, mais encore faut-il s'assurer que les données télémétriques sont précises, que les systèmes sont bien calibrés. Je viens de te donner, puis ça va être, parce que je vois l'heure qui s'écoule rapidement, je viens de te donner un exemple. À un moment donné, j'étais avec des pilotes à Bagotville, et on regardait les appareils, les systèmes. Je tournais un documentaire sur les ovnis, j'étais à Bagotville avec des pilotes, ils me montraient des systèmes radars sur leurs avions, et moi je savais pas ça. Les radars sont comme préprogrammés avec d'autres objets. C'est-à-dire que dans le radar, un peu comme dans un ordinateur, on a rentré plein de données sur d'autres avions. Donc, on a les données, par exemple, des avions chinois, les avions russes, les avions coréens. Et le radar est conçu pour identifier l'objet. Donc, imaginons un pilote dans l'obscurité, parce que c'est pas toujours dans un beau ciel bleu, là. Donc, on a un pilote dans l'obscurité ou dans les nuages. Le radar, il n'y a pas de contact visuel. Le pilote le voit pas. Mais il y a un contact radar, et là, le radar, lui, ce qu'il fait, c'est entre guillemets, passe-moi l'anglicisme, il va scanner la cible, et il va essayer de l'identifier en fonction de ce qu'il a dans sa banque de données. Et là, d'un coup, bang, on va voir apparaître à l'écran, il va dire, ça, c'est un Boeing 707. Donc, il va donner l'information au pilote. Mais si l'objet n'est pas dans la banque de données, à l'écran, ça va marquer « unknown ». Mais tu sais, si tu le vois pas, tu es un pilote d'F-18, tu es dans l'obscurité, ton radar te dit « je détecte quelque chose qui est à 2 km, mais c'est un unknown ». Mais unknown, c'est quoi ça? Unknown, ça peut être n'importe quoi. Unknown. Donc, ça va devenir un phénomène aérien non identifié. Mais dans le fond, c'était peut-être avec un ballon. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais un peu renversé de voir à la fois comment c'est sophistiqué, mais en même temps comment ça peut nous induire en erreur. Et c'est exactement ce que disait M. Bray Moultrie. Il faut s'assurer que les systèmes de détection soient mieux calibrés pour pouvoir détecter l'ensemble des objets qui volent, incluant même des drones, des ballons ou des trucs comme ça. C'était absolument fascinant. Écoute, j'ai regardé ça, j'en ai eu pour mon argent. Et je sais que les amateurs d'OVNI auraient bien voulu qu'on avoue qu'on est en présence d'engins extraterrestres, mais les deux hommes ont répété et insisté. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais rien vu qui semble venir d'ailleurs. Tout semble fait sur Terre. C'est des objets tout à fait terrestres.
Est-ce que les audiences se poursuivent encore la semaine prochaine ou c'était seulement une semaine? Là, pour l'instant, on n'a pas une date. On a prévu, il pourrait y avoir jusqu'à 9 audiences. Oh, Mais là, OK. pour l'instant, il n'y en a pas qui ont été programmées. Donc, il y a eu cette audience-là, puis moi, je pense personnellement qu'il n'est pas très utile d'en avoir d'autres. Je vois pas ce qu'on pourrait rajouter. Je pense que les deux invités étaient parfaitement en pleine maîtrise de leur dossier et ils ont bien présenté la situation telle qu'elle est. Et merci de nous l'avoir résumé en exclusivité. On a eu pas mal plus de temps que d'autres antennes pour Oh oui, en absolument. parler. Christian, on va faire une pause et au retour, on va présenter notre sujet de la soirée ici même sur Radio X. Absolument. Radio X Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X. Ce soir à l'émission Radio X-Files, Christian, il est question d'un enlèvement d'une famille de Sasquatch, rien de moins. Oui, d'une famille de Sasquatch. Donc, comme j'ai déjà hypothéqué tout mon temps en première partie, mais je voulais aller un peu vers autre chose que les ovnis, puisqu'on en a beaucoup parlé. Alors, cette semaine, je te propose enlevé par une famille de Sasquatch. C'est parti, Christian, on est de retour tout de suite après la capsule. Lorsque les premiers explorateurs blancs ont atteint la côte du Pacifique, ils n'ont pas tardé à découvrir le riche folklore des Premières Nations peuplant ces territoires sauvages. Du nord de l'actuelle Californie aux steppes enneigées du Yukon et de l'Alaska. Bien sûr, à cette époque, aucune frontière ne séparait ces terres et des mythes communs circulaient d'une communauté à une autre. À n'en croire l'une de ces légendes, les forêts et les vallées inaccessibles, situées entre les cimes enneigées des montagnes rocheuses, abriteraient des communautés d'hommes sauvages et gigantesques. Les Autochtones les décrivaient comme des êtres simiesques, mi-homme, mi-animal, couverts d'une fourrure épaisse, sauf dans les mains, sous les pieds et sur leur visage. On les désignait sous plusieurs noms. Baoui, Oma, Skookum ou Sasquatch. Mais peu importe leur appellation, toutes les communautés redoutaient de tomber face à face avec l'une de ces créatures. À n'en croire certaines rumeurs, ces abominables hommes des bois se seraient à l'occasion montrés hostiles envers d'intrépides randonneurs, lançant dans leur direction des projectiles, allant de bouts de bois à des roches de plusieurs kilos. Les légendes racontent même que ces créatures enlèveraient des femmes pour en faire leurs esclaves sexuels. En 1871, Séraphine Long, une adolescente de 17 ans, disparaît lors d'une incursion dans les bois. La communauté autochtone des Stolo, qui vit à Chehalis, en Colombie-Britannique, entreprend des battues, mais sans succès. La jeune femme semble s'être volatilisée. Les semaines passent et les mois. Au village, tout espoir de retrouver la jeune femme vivante a disparu. Puis, presque un an jour pour jour, Séraphine réapparaît. Les gens se pressent autour d'elle. Où était-elle? Que s'est-il passé? Séraphine hésite à raconter son histoire. Qui la croira? Finalement, aux sages du village, elle livre un récit extraordinaire. Il y a un an, alors qu'elle était partie cueillir des fruits, des mains énormes l'ont saisie par derrière et l'ont soulevée du sol. Les mains étaient si grosses qu'elles lui masquaient tout le visage. La chose l'a transportée ainsi pendant de longues minutes. Ensuite,
Séraphine a été posée sur le sol. C'est là, pour la première fois, qu'elle a pu détailler son ravisseur. Il s'agissait d'une créature simiesque, recouverte d'une épaisse fourrure brune. Un homa. Terrifiée, la jeune femme n'a opposé aucune résistance. La créature lui a couvert les yeux de résine et d'aiguilles de conifères, lui bloquant la vue. Il l'a ensuite chargée sur son épaule et l'a transportée pendant de longues heures. Après cette interminable randonnée sauvage, Séraphine a été déposée au sol et a pu rouvrir les yeux. Elle était alors dans une grotte où traînaient d'autres Bigfoot. Pour Séraphine, ces autres créatures étaient les parents de celles qu'il avait prises. Pendant 1 an, Séraphine a été détenue par ces Bigfoot. Elle était, en substance, la propriété du Sasquatch qui l'avait enlevée. La captive a dit que le Sasquatch était gentil avec elle et qu'il y avait un amour mutuel entre eux, mais qu'elle n'était pas un Bigfoot. Elle trouvait la vie de Bigfoot vraiment difficile. Au fil des mois, elle a souffert de plusieurs infections, devenant de plus en plus malade. En plus de ses problèmes de santé, elle a découvert qu'elle était aussi enceinte. Le Sasquatch, visiblement inquiet du sort de sa dulcinée, lui a de nouveau recouvert les yeux de résine et l'a reconduite près de son village, lui permettant de retrouver son peuple et sa famille. On raconte que Séraphine Long aurait éventuellement donné naissance à un bébé hybride, un enfant qui n'aura vécu que quelques heures. Cette histoire, que d'aucuns jugent tout à fait invraisemblable, a été rapportée par G.W. Burns, un instituteur qui a longuement travaillé à l'école du village de Chehalis. C'est là qu'il a entendu parler de l'histoire de Séraphine Long, une histoire qu'il a publiée dans un recueil d'anecdotes sur le Sasquatch. L'histoire ferait sourire s'il n'y avait pas d'autres récits semblables. Le 1er juin 1987, Teresa Ann Beer, une adolescente de 16 ans, originaire de Fresno, en Californie, se rend dans les montagnes de la Sierra Nevada avec un certain Russell Welch, un chasseur de Bigfoot autoproclamé de 43 ans. Les montagnes de la Sierra Nevada sont considérées comme un haut lieu pour les apparitions du Sasquatch, ou Bigfoot, comme on l'appelle au pays de l'oncle Sam. L'objectif des randonneurs est de traquer l'abominable homme des bois. Teresa Ann Beer ne reviendra jamais de cette virée au pays du Bigfoot. Quelques jours plus tard, Welch rentre à Fresno, seul. Les gens s'interrogent. Où est passée Teresa? Welch est convoqué au bureau du shérif où il raconte une histoire insensée. Il soutient qu'à un moment donné, Teresa et lui se sont séparés pour enquêter sur de possibles traces de Bigfoot. C'est là que Teresa aurait disparu. Welch ajoute avoir suivi la piste de Teresa sur une longue distance, puis ses traces ont disparu. Welch avoue qu'il est persuadé que la jeune Teresa a été enlevée par un Bigfoot. Les enquêteurs sont sceptiques, on le serait à moins, et organisent des battues dans les montagnes de la Sierra Nevada. Ils ne trouvent aucune trace de Teresa, ni du Bigfoot. À ce jour, Teresa Ann Beer est toujours manquante. Welch a été accusé d'enlèvement d'une mineure, mais les charges ont vite été abandonnées.
Tout indique que la jeune femme a suivi Welsh volontairement et, malgré les présomptions de la police, rien ne prouve que l'adolescente ait été victime d'un acte criminel. Sans preuve, elle a peut-être été agressée et assassinée par Welsh. Elle a pu aussi simplement se perdre dans les bois ou, peut-être, être enlevée par un Bigfoot en rut. Seul Russell Welsh connaît la vérité. Mais au chapitre des enlèvements par des Sasquatch, aucun ne rivalise avec l'histoire fabuleuse d'Albert Haussmann. Nous sommes quelque part dans les montagnes Rocheuses, en Colombie-Britannique, à l'été 1924. L'homme s'arrête un instant pour reprendre son souffle. Depuis combien de temps court-il ainsi? 1 heure, 2 peut-être. Autour de lui, la forêt est toujours aussi menaçante, inconnue. Peu importe là où il regarde, il n'y a que ces arbres qui se dressent à l'infini. Des géants qui donnent au paysage des allures dantesques. En d'autres circonstances, l'homme aurait sans doute apprécié cette nature sauvage, mais l'heure n'est pas à la contemplation. Il sait qu'il doit se remettre en route, qu'il doit reprendre sa course. D'un élan, il se redresse. À travers les branches, il cherche le soleil, il jauge sa position. L'ouest. Fuir vers l'ouest. C'est ma seule chance, se dit-il. Malgré ses poumons en feu et son cœur qui bat la chamade, il se lance en avant. Il court, enjambe les obstacles. Sa fuite est son unique préoccupation. Tant bien que mal, il essaie de déjouer ce terrain très accidenté, d'où jaillissent des racines et des roches aux arêtes tranchantes. Il trébuche, roule sur le tapis d'humus. Pendant un instant, il reste là, étendu. Il écoute. La forêt est silencieuse. Et c'est justement ce silence qui l'inquiète. Il n'y a pas 1 seconde à perdre. Il se relève et reprend sa course. Il n'est plus vraiment un homme, mais un automate, animé par la peur. Fuir, fuir. Comme une litanie, ces mots se succèdent dans son esprit. Puis, à la sortie d'un groupe de séquoias, il se retrouve au pied d'une crique. La Providence, pense-t-il. Sans ralentir, il marche en aval sur 100 de mètres, bifurque vers la forêt, puis revient sur ses pas à reculons, en prenant soin de replacer ses pieds dans ses propres empreintes. Satisfait, il entre dans l'eau jusqu'à mi-cuisse et se met à courir en amont. Bien sûr, l'eau ralentit sa fuite et l'entrave. À 2 ou 3 reprises, il chute et disparaît sous les eaux glacées. Le faible courant l'emporte sur quelques mètres, mais il ne se laisse pas ralentir. La crique fait bientôt un crochet, et l'homme en profite pour regagner l'autre rive, où il s'enfonce de nouveau dans la forêt. Ses vêtements mouillés lui collent à la peau et limitent ses mouvements. Il a froid, mais il doit encore courir, fuir. Enfin, la forêt se fait moins dense, et l'homme débouche sur un promontoire rocheux. L'endroit domine une gorge en pente douce. Tout en bas, sur les bords d'une rivière, l'homme y distingue des cabanes de rondins. Sans doute un chantier d'abattage, pense-t-il. L'espoir renaît. Sans attendre, il entreprend sa descente. Derrière lui, dans la forêt, un cri s'élève.
Une sorte de hurlement guttural qui ne ressemble à rien de connu, ni homme, ni animal. Pourtant, le fuyard ne se retourne même pas. À l'été de 1924, Albert Osman, 31 ans, un Canadien d'origine suédoise, entreprend de se rendre dans les montagnes côtières de Toba Inlet, en Colombie-Britannique. L'endroit est réputé pour ses gisements aurifères et Osman compte y faire de la prospection minière. Il gagne donc la ville de Lund, où il engage un vieux guide amérindien pour le conduire en canot jusqu'à l'embouchure de Toba Inlet. Alors que les deux hommes pagaient en suivant les rives des îles Rodonda, l'Autochtone se plaît à raconter quelques légendes locales. L'une d'elles rappelle la disparition d'un groupe de prospecteurs, peut-être assassinés ou dévorés par un Sasquatch, l'abominable homme des bois d'Amérique. Osman, qui entend pour la première fois parler de ces êtres fabuleux, mi-homme, mi-animal, refuse de croire que de telles créatures puissent exister. Mais son guide insiste. Son grand-père aurait déjà vu des empreintes de Sasquatch longues de 60 cm. Et au village, un ancien jure avoir vu un Sasquatch haut de 2,50 m. Osman reste sceptique. Pour lui, ces monstres ne sont que des légendes. En fin d'après-midi, les hommes accostent près de Powder River. L'Amérindien aide son passager à installer un camp pour la nuit et promet de venir le reprendre dans 3 semaines, au même endroit. Albert Osman se retrouve seul. Il n'a pour tout équipement qu'un sac de couchage, quelques denrées et une carabine de calibre 30-30. Il compte surtout s'en remettre à la nature pour assurer sa subsistance. Les premiers jours se passent sans incident. Osman s'enfonce de plus en plus dans la forêt. Un matin, en sortant de son sac de couchage, le prospecteur remarque que, durant la nuit, un animal, un porc-épic, croit-il, est venu fouiller dans ses affaires. Son sac à dos est renversé et plusieurs denrées ont été inspectées. Le lendemain matin, même scénario. Mais cette fois, un paquet de prunes et un sac de farine ont disparu. Osman est bien décidé à surprendre ce chapardeur nocturne. Le soir venu, il se glisse dans son sac de couchage en plaçant ses chaussures tout au fond pour éviter qu'elles ne soient rongées par les porcs-épics et garde sa carabine contre lui. Les heures passent, silencieuses. Soudain, Osman est brutalement réveillé. Quelque chose vient de s'emparer de son sac. Il est soulevé du sol et jeté au travers de ce qu'il croit d'abord être un cheval. Enfermé dans son sac, le prospecteur est incapable de bouger. Ses chaussures lui meurtrissent le bas du dos et sa position l'empêche de rejoindre son couteau derrière lui. Il est transporté comme un vulgaire sac de pommes de terre. Pendant des heures, Osman est trimballé de la sorte. Parfois, on le dépose sur le sol, on le traîne et on le soulève de nouveau. Dans son cocon de duvet, le prospecteur réalise peu à peu que son ravisseur ne peut être que l'un de ces mystérieux Sasquatch dont lui a parlé son guide amérindien. Enfin, on le dépose une dernière fois.
Pendant de longues minutes, Osmond reste là, sans bouger. Il est ankylosé et une crampe lui paralyse la jambe gauche. Il se risque à sortir. Dehors, il fait encore nuit. Sans réellement les voir, il devine la présence toute proche d'une ou de plusieurs créatures. Il sent qu'on l'observe. Au fur et à mesure qu'apparaissent les premières lueurs de l'aube, Osmond peut mieux détailler son environnement. Il se trouve au milieu d'une vaste cuvette naturelle de 5 km², entourée de hautes montagnes. La seule voie d'accès semble être un étroit défilé en forme de V qui s'ouvre du côté sud-ouest. Mais ce ne sont pas ces détails qui retiennent pour l'instant son attention, mais plutôt la présence de 4 créatures simiesques qui se tiennent à quelques dizaines de mètres. Il y a là 2 adultes, mâles et femelles, et 2 jeunes, également des 2 sexes. Une famille, pense aussitôt Osmond. Les adultes sont de très forte stature, 2,50 m pour la femelle et près de 3 mètres pour le mâle. Les jeunes sont plus petits, entre 1,80 m et 2,10 m. Ils ont le corps couvert de longs poils brun roux, sauf le visage, la paume de leurs mains et la plante de leurs pieds. Les créatures observent et échangent entre elles en utilisant quelques sons primaires. Le mâle adulte, le père, suppose Osmond, se tient légèrement en avant, alors que les autres se cachent derrière des buissons, comme si elles étaient effrayées par la présence du prospecteur. Osmond note également que son sac à dos, contenant toutes ses denrées, a été déposé près de lui. Il comprend alors qu'il est prisonnier d'une famille de Sasquatch. Les yeux rivés sur le grand mâle, Osmond ramasse ses effets et s'éloigne sans jamais tourner le dos à son ravisseur. Il se rend près de la paroi ouest, où se dressent 2 grands cyprès et où coule une petite source. Là, il fait l'inventaire de ses maigres ressources. Un peu de lait en poudre, du café, quelques boîtes de conserve, des allumettes, une boîte de tabac à priser et une poignée de cartouches. Sa situation est définitivement peu reluisante. Le premier jour, Osmond le passe à détailler ses hôtes. Ils vivent dans une espèce de niche naturelle située du côté est de la vallée. Ils dorment sur des paillasses faites de mousse et se nourrissent de racines et de végétaux. Mis à part le grand mâle, toujours aux aguets, les autres créatures semblent plus farouches. Elles n'observent ses allées et venues que de loin et en demeurant constamment à l'abri derrière des buissons ou des rochers. Le deuxième jour, Osmond se dit qu'il est peut-être temps d'essayer quelque chose. Il dira plus tard « Je ne pouvais plus rester là. Il me restait juste assez de vivres pour regagner Toba Inlet. Bien sûr, j'ignorais quelle direction je devais prendre, mais je me disais qu'en redescendant de la montagne, je rejoindrais bien la civilisation. J'ai donc roulé mon sac de couchage et je l'ai placé dans mon sac à dos avec tous mes autres effets. J'ai armé ma carabine et je me suis dirigé vers l'entrée du défilé. Le gros mâle s'est immédiatement approché. Je lui ai indiqué le passage, espérant lui faire comprendre que je voulais partir. Mais il est resté là à m'intimider. Il disait quelque chose comme « Soka, Soka ». J'ai fait quelques pas en arrière. Je ne voulais pas être trop près. Je me suis dit que si je devais faire feu sur lui,
ma 30-30 n'aurait peut-être pas beaucoup d'effet. Je n'avais aussi que 6 cartouches. J'ai décidé d'attendre. Je suis retourné à mon campement en me disant qu'il y aurait bien une autre occasion. Au cours des jours qui suivent, le prospecteur tente de gagner la confiance de ses hôtes. Il remarque que les jeunes semblent moins farouches. Ils s'approchent de plus en plus, suffisamment pour que Osman puisse faire rouler dans leur direction des boîtes de conserve vides qu'ils s'empressent de ramasser et de ramener dans leur tanière. Mais sa situation reste précaire. Ses vivres fondent comme neige au soleil. Il lui faut trouver un moyen d'échapper à la vigilance du grand mâle qui l'épie sans cesse. Au 7e jour, ou est-ce le 8e, il ne les compte plus, Osman se prépare un pot de café. Attirés par l'odeur, les 2 mâles, le père et le fils, s'approchent et s'assoient à moins de 3 mètres. Le prospecteur essaie de les intéresser à son petit déjeuner, mais sans succès. Puis, il sort son tabac à priser et s'en envoie 2 pincées dans les narines. Cette fois, il a plus de chance. Le grand mâle se lève, lui arrache des mains sa tabatière et en avale tout le contenu. Moins de 10 minutes plus tard, le Sasquatch se met à vomir et se roule par terre. Osman comprend que c'est le moment ou jamais. En moins de 2, il ramasse son sac à dos et sa carabine et s'enfuit à toutes jambes vers l'entrée du défilé. Alors qu'il n'est plus qu'à quelques mètres, la femelle adulte sort de sa cachette et tente de lui barrer la route. Osman épaule aussitôt sa carabine et fait feu juste au-dessus de sa tête. La mère, qui entend probablement pour la première fois le bruit d'une arme à feu, tourne les talons et court se mettre à l'abri. Le prospecteur se glisse enfin dans le défilé qui le conduit dans un canyon étroit. Là, il localise un promontoire d'où il peut voir les environs. Au-delà des cimes montagneuses, Osman croit reconnaître le mont Baker. Si son évaluation est exacte, il doit se trouver à quelques 70 km de Toba Inlet. Pendant 2 jours, il va fuir par-delà les forêts et les montagnes. Si parfois il ralentit l'allure pour reprendre son souffle, à d'autres moments, il court à perdre haleine, persuadé que les Sasquatch sont à ses trousses. Finalement, sa fuite le conduit jusqu'à un chantier d'abattage, où il est accueilli par les ouvriers. Osman ne leur dira rien de son enlèvement, de peur qu'ils le prennent pour un cinglé. Il leur explique qu'il est simplement un prospecteur qui s'est égaré dans les bois. Après s'être reposé et restauré, il est conduit à un autre camp à Satchel Inlet, où il s'embarque sur un traversier à destination de Vancouver. Pour Albert Osman, c'est la fin d'une aventure dont il ne reparlera qu'en 1957, au lendemain de la publication de toute une série d'articles sur l'existence du Sasquatch, cette mystérieuse créature simiesque qui entrait les forêts de la Colombie-Britannique. Albert Osman a-t-il réellement vécu plusieurs jours parmi les Sasquatch? Son histoire est loin de faire l'unanimité. Beaucoup de cryptozoologues, les spécialistes des animaux inconnus, questionnent par exemple la trop grande exactitude de son récit. Il faut se rappeler que Osman a raconté son histoire quelques 30 ans après les événements. Curieusement, son récit fourmille de détails, certains tout à fait anodins, d'une précision
déconcertante. Dans Sasquatch Apparition, l'auteur et psychologue Barbara Wasson écrit que l'attention que donne Osman à certains détails n'est pas conforme à un souvenir vieux de 30 ans, mais est tout à fait représentatif d'un récit imaginaire. Dans la foulée, d'autres chercheurs ont fait remarquer que Osman attribuait à ces créatures des habiletés sociales et un langage primitif que l'on ne retrouve pas dans les autres récits de rencontres avec des Sasquatch. Dans sa fuite, le prospecteur affirme aussi qu'il a retrouvé sa route en localisant le sommet du mont Baker. Or, de l'intérieur des terres, là où il se trouvait, il lui aurait été impossible de voir le mont Baker. En revanche, d'autres détails, notamment en ce qui concerne l'anatomie des créatures, donnent à son récit une certaine crédibilité. Dans Sasquatch, les auteurs Don Hunter et René Dayden rapportent: Osman a notamment parlé de la grosseur du pénis du grand mâle Sasquatch. Il a mentionné que le gland était recouvert d'un cône de peau rappelant ceux des étalons, mais uniquement par cet aspect. Osman a en effet exprimé son étonnement en constatant que la longueur du pénis n'excédait pas les 5 cm. Si le récit de Osman n'est qu'un fantasme, on aurait dû s'attendre à ce qu'il donne au grand mâle un instrument mieux adapté à ses proportions. Or, ce qu'il y a d'intéressant dans ce détail, c'est qu'en comparaison, les gorilles, les plus gros primates du monde, n'ont eux aussi qu'un tout petit pénis d'environ 5 cm. Osman aurait-il étudié cet aspect de l'anatomie des primates pour pouvoir mieux l'incorporer à son récit? C'est peu vraisemblable. L'auteur John Green, qui a été l'un des premiers journalistes à interroger Albert Osman dans les années 1950, est lui aussi d'avis que plusieurs détails dans ce récit plaident en faveur de son authenticité. Green a expliqué: Initialement, l'histoire d'Osman a été publiée dans les journaux. Au départ, on croyait tous que cette affaire était ridicule et qu'il valait mieux l'ignorer. Puis un jour, un journaliste de la radio, qui avait lui-même interrogé Osman, m'a dit qu'il était persuadé que ce type disait vrai. C'est là que j'ai décidé de rencontrer Osman. Pour moi, il est clair qu'Osman a certainement observé d'une manière ou d'une autre plusieurs de ces créatures. La description qu'il a donnée à l'époque allait à l'encontre de ce que nous pensions. Le temps n'a fait que confirmer ces détails. Jusqu'à sa mort, en 1969, Albert Osman maintiendra toujours son histoire. Il signera même une déclaration sous serment à cet effet. Sur un ton plus léger, la perspective d'être enlevé par un Sasquatch ne suscite pas chez tout le monde un sentiment de peur et d'horreur. Ces dernières années, on a vu se multiplier des romans érotiques mélangeant passion et sexe sur un parfum interdit de bestialité. Come for Bigfoot, seduced by Bigfoot, satisfying Sasquatch, taken by Bigfoot. Bigfoot is a foot big. Bigfoot and the barely legal blonde. Ou encore Bigfoot and the bimbo. Évidemment, dans ces romans coquins, Bigfoot a toujours le beau rôle, de quoi nuire à son image de monstre des forêts. L'abominable homme des bois, réincarné en Casanova du sapinage. Pourquoi pas? Radio X-Files. Avec Christian Page et Yann Marceau. Radio X.
19h31 à Radio X. Et Christian Page, je suis peut-être mal faite, mais à la lumière des dernières informations à la fin de la capsule, j'ai l'impression que le Sasquatch est intimement lié à des perceptions et à un fantasme sexuel. Oui, c'est pas... ça fait pas partie des fantasmes, Camille. Non. Non, même le poil en tant que tel. Mais là, on s'égare, là, mais moyennement. Mais écoute, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on voit une espèce de récupération. Hein, puis c'est vrai qu'au cours des dernières années, on a vu beaucoup de ces figures-là, qui étaient dans les années 50-60 un peu diabolisées, devenir un peu des personnages romantiques. Hein. On a toute la saga, là, les Twilight, où là, les vampires, les loups-garous deviennent des personnages un peu charmants, romantiques, qu'on n'avait pas, par exemple, dans la littérature ou dans le cinéma des années 50 ou 60. On a exactement la même chose, par exemple, avec le Sasquatch, on le récupère de cette manière-là. Il passe d'une créature monstrueuse dans les forêts. Et là, tout d'un coup, on voit apparaître des romans érotiques où le Sasquatch est récupéré. Et on a aussi, dans la même catégorie, les histoires de fantômes, par exemple. On a tous vu Mon fantôme d'amour, on a tout le souvenir de ça. Mais c'est vrai que dans la littérature, les gens qui avaient des contacts entre guillemets physiques avec des fantômes, ben c'était généralement très déprimant ou très violent. Hein. On pense par exemple à une histoire dans les années 70 où une dame disait « je me faisais agresser sexuellement, attaquer par une entité qui me violait ». Et là, tout d'un coup, je te dirais, depuis les 20 dernières années, on devait apparaître des récits beaucoup plus romantiques où des femmes disent « ah, j'ai un amant fantôme, il me caresse, je sens ses mains sur moi ». Donc, on a une espèce de récupération dans une littérature beaucoup plus romantique de ces grandes figures qui ont marqué l'histoire de l'horreur et du fantastique. En ce qui me concerne, je pense que le récit d'Albert Haussmann ou les autres histoires semblables, quoique la jeune fille qui est disparue dans les montagnes de la Sierra Madre dans les années 90 ou 80, c'est un peu plus triste dans cette histoire parce qu'on a une jeune femme qui est réellement disparue et bien sûr la position de la police et des autorités, c'est qu'elle a probablement été assassinée par l'homme qui l'accompagnait, il s'est débarrassé de son corps. C'est ce que j'ai pensé aussi sans savoir cette information-là. Voilà, et a inventé une espèce d'histoire à dormir debout, incluant des Sasquatch. En ce qui me concerne, si on laisse de côté le criminel, on parle essentiellement de la créature du Sasquatch, évidemment, il faut se rappeler qu'on n'a aucune preuve que ces créatures-là existent. Je te rappellerai que on est en 2012 à peu près. Il y a un scientifique britannique, un type qui s'appelle Brian Sykes, qui dirigeait un laboratoire d'ADN pour l'université Oxford, qui a proposé à tous ces cryptozoologues amateurs qui affirment posséder des échantillons biologiques de la créature. Hein. Je suis allé en forêt, j'ai trouvé des poils, j'ai trouvé un morceau de peau, j'ai trouvé des excréments de Bigfoot. Donc, ces gens-là ont tous de très belles histoires à raconter. Et Brian Sykes les a proposés en 2012. Ils ont dit, si c'est vrai que vous avez de tels échantillons, moi, je suis intéressé de faire l'analyse ADN de ça. L'ADN ne ment pas. Donc, il a reçu 57 échantillons. De ces 57 échantillons, il a dû en éliminer 20 parce que ou bien c'était des fibres synthétiques, c'était principalement des poils, tu comprendras, c'était ou bien des fibres synthétiques ou des poils qu'on a pu identifier au premier coup d'œil comme étant des poils appartenant à une autre espèce zoologique. Okay. Ce qui a resté comme échantillon, donc la trentaine d'échantillons qui a resté, il les a analysés analysé l'ADN et il n'y avait là-dedans aucun ADN provenant d'un hominidé inconnu. Ça provenait toujours de d'autres animaux, des chevaux, des ratons laveurs ou n'importe quoi, mais rien appartenant à une espèce inconnue. J'aurais tendance, moi, à fermer un peu la porte à ça. C'est bon, l'idée d'un Sasquatch, ça paraît assez invraisemblable, d'autant plus si on pose la question à des zoologistes, ils diront que pour un secteur donné, par exemple, uniquement la Colombie-Britannique, pour que ces espèces, ces animaux puissent exister, se reproduire et maintenir une population viable, il faudrait qu'il y ait au moins 3000 individus. Même-tu 3000 Sasquatch qui vivent dans les forêts de la Colombie-Britannique, on les verrait un peu plus souvent, puis j'imagine qu'on aurait des preuves davantage éloquentes pour confirmer leur existence ou non. La seule chose dans le dossier Bigfoot qui m'empêche de fermer ce dossier-là en disant c'est un fantasme, c'est le dossier des empreintes. Il faut se rappeler que dans le cas du Bigfoot, le Yéti, peu importe, on a trouvé au cours des 2 derniers siècles
toutes sortes d'empreintes un peu partout et souvent dans des régions très, très isolées. Hein. Quand tu t'en vas, toi, en forêt, tu connais le sentier dans lequel tu marches, puis tu connais à peu près 1 mètre de chaque côté, mais qu'est-ce qu'il y a dans le restant du boisé, dans le restant de la forêt? On ne le sait pas, on n'y va pas. Or, on a retrouvé dans des régions, dans des secteurs, je pense par exemple dans les forêts des Monts-Valin, hein, au Saguenay, on a trouvé des empreintes de Yéti, de Sasquatch. Et dans des régions tout à fait isolées qui ne sont fréquentées que ou bien par des agents forestiers ou des aventuriers. Alors si on s'imagine une confrérie de gens avec des faux pieds en bois qui s'amusent à faire des faux pieds un peu partout à travers l'Amérique et même sur les glaciers du Népal, ils le font depuis 200 ans, ils gardent des secrets comme une sorte de franc-maçonnerie du faux pied. Oui. Tu sais, c'est comme un peu invraisemblable et dans certains cas, moi j'ai fait l'exercice, j'avais des moulages de ces soi-disant empreintes. Je les ai soumises à des experts, notamment des paléontologistes, qui ont analysé ça en utilisant des techniques scientifiques. Et pour eux, c'est indiscutable. Ces empreintes ont été faites par des pieds réels. C'est pas une affaire en bois sculpté avec un gars qui s'est amusé dans le bois à aller faire ça. C'est vraiment un pied qui a créé le mouvement, qui a créé l'empreinte. Mais tu sais, on parle quand même d'empreintes qui font 30 cm de long, tu sais, pas 30 cm, mais 40 cm de long. C'est énorme. Et dans certains cas, on a même trouvé dans certaines empreintes des marques, ce qu'on appelle des crêtes dermiques, donc les empreintes digitales. Ça, c'est un peu agaçant. Puis dans des régions où tu dis, ben, il n'y a pas personne. Tu sais, si moi, je voudrais faire des fausses empreintes, je les ferais sur le bord d'une autoroute ou près d'un sentier qui est emprunté par des gens. Mais tu sais, je m'enfoncerais pas dans la forêt, marcher pendant 4 heures pour au milieu de nulle part faire un paquet d'empreintes en me croisant les doigts en me disant peut-être qu'un garde forestier va passer par ici. Or, dans bien des cas, c'est de cette façon que les empreintes ont été découvertes dans des endroits très isolés, très, très loin des habitations, tout à fait par hasard. Je ne sais pas. Donc, je sais peut-être que le Bigfoot existe et peut-être qu'une confrérie, une franc-maçonnerie du faux-pied qui, depuis 200 ans, fait des fausses empreintes un peu partout dans le monde. Disons, si tu me parles du Bigfoot, je te dirais, j'y crois les mardis et le jeudi. Puis le restant de la semaine, j'y crois pas. Sur ça, si tu veux faire une pause, on y va. Puis ensuite, on va passer à la question du public, si tu veux bien. Excellent. On est de retour dans quelques minutes ici même sur Radio X. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. 19h43, beaucoup de bons commentaires des auditeurs qui ont adoré le sujet de ce soir, Christian. Ben, merci beaucoup. Écoute, je viens d'entendre la publicité de la boutique érotique. Peut-être pourrait-on y retrouver nos quelques romans sur le Bigfoot. Et j'aime beaucoup Bigfoot is a foot long. Tu sais. OK. Il n'y a pas de hasard dans les circonstances des événements. La question d'un auditeur cette semaine: pourquoi il y a moins de paranormal aujourd'hui qu'autrefois? Peut-être que je me trompe, mais mon hypothèse à moi, c'est que les années 70 ont été un terreau fertile pour plusieurs phénomènes, que ce soit la criminalité, les tueurs en série. J'ai l'impression que les phénomènes paranormaux étaient effectivement peut-être plus présents qu'aujourd'hui. Tu as tout à fait raison. Et il y a plusieurs raisons. Celle que tu as évoquée, c'est vrai qu'à une époque, il faut toujours aussi retenir l'avènement de l'Internet et des médias sociaux. Donc, à l'époque, toutes ces informations-là circulaient par des moyens conventionnels. C'était les journaux, les magazines qui capitalisaient sur ces histoires-là. Et puis donc, on avait cette impression-là que le paranormal et les choses un peu bizarres étaient omniprésentes. Il y a également une transformation sociale, c'est-à-dire que depuis les années 90, au Québec, par exemple, Canal D a ouvert sa chaîne en 1995 et ensuite on a vu apparaître de nouvelles stations. On pense à Évasion, Z-Télé, Historia. Ce sont des chaînes qui ont ouvert au tournant des années 2000. Donc, quand ces événements-là se sont produits, les chaînes se sont disputées notamment des sujets comme le paranormal et tout ça, et certaines chaînes ont fait leur spécialité de toucher à ces sujets-là. Et pour les autres médias, disons entre guillemets les médias mainstream, on s'est dit pourquoi je parlerais du Bigfoot, pourquoi je parlerais des ovnis. Il y a déjà plein de séries à télé qui fonctionnent là-dessus. On en voit Canal D. Là, je te parle au Québec, mais c'est vrai également ailleurs dans le monde. Oui. Donc les grands médias mainstream se sont un peu désintéressés de ces sujets-là.
au profit des chaînes de télévision spécialisées qui ont multiplié les documentaires, tout ça. Et ensuite, l'information, cette information qui est considérée un peu par les médias comme marginale, hein, les apparitions de fantômes, de monstres, etc., ben, elles se sont retrouvées sur des forums, sur des pages Facebook, sur des trucs en ligne, des magazines, des journaux en ligne, et non plus dans les pages du Journal de Montréal ou dans le Journal La Presse ou le Journal de Québec, tu comprends? Donc, ce mécanisme-là fait qu'il y a comme eu je dirais une segmentation de l'information, et cette division-là fait que pour le public en général, on a l'impression qu'il y a moins de phénomènes paranormaux aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 70. Mais sache que sur le terrain, il y a à peu près autant de sujets, autant de phénomènes qui sont rapportés qu'il y en avait dans les années 70. C'est sûr que certains d'entre eux ont été expliqués depuis, mais dans l'ensemble, je te dirais, chaque semaine, il y a des gens qui rapportent des histoires de fantômes, de Bigfoot, d'OVNI, etc. Mais au lieu que ces histoires-là se retrouvent dans les médias mainstream et que tout le monde en soit informé, elles circulent davantage dans je pourrais dire presque un underground, mais ce qui n'est pas tout à fait vrai puisque ce sont les médias sociaux. Mais comme ce ne sont plus les mêmes médias traditionnels, si on n'a pas fait le transfert, si on n'a pas changé d'une source d'information à une autre, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y en a moins aujourd'hui, mais c'est simplement une fragmentation de l'information à travers la quantité de médias que l'on a aujourd'hui, qui est très différente de ce qu'on avait dans les années 70. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, tu vas me dire, ça fait très très longtemps en effet, mais quand j'étais jeune, on avait quatre stations de télé au Québec. Oui. On avait Télémétropole, Radio-Canada en anglais, Radio-Canada en français, puis on avait Télé-Québec. Tu sais, qui s'appelait Radio-Québec à l'époque. Oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, et là, aujourd'hui, on a le choix des chaînes, c'est incroyable, tu as des bouquets de chaînes, de 200 stations, 300 stations, à l'époque, on en avait 4. Donc, on comprend que toute cette fragmentation fait que l'information, il faut vraiment magasiner l'information, elle n'est plus concentrée dans un ou deux médias mainstream. Et on peut rajouter même rapidement l'effet de l'algorithme. Hein. J'ai l'impression que mon algorithme de médias sociaux n'est pas la même que la tienne. Peut-être que toi, tu es plus propice à les voir apparaître aussi. Oui. On est tellement inondé d'informations, mais on a le luxe de nos jours avec l'Internet. De choisir, c'est ça, de choisir. Exact, ce qui va nous apparaître. Donc, tapez dans votre moteur de recherche « Bigfoot is a foot long ». Vous allez sûrement avoir quelques nouvelles insolites, du moins, ou surprenantes. Hein?